Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de Control-Alt Discuss, le podcast de Smile Group qui est dédié à nos experts. Dans ce podcast, l'idée est d'interviewer un expert technique de notre entreprise afin de discuter autour de différents sujets qui touchent la tech et le milieu professionnel. Et aujourd'hui, nous recevons Jérémy Rosen. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, heureux d'être ici. Alors du coup, aujourd'hui, vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode, on va parler pédagogie. Est-ce que Jérémy, tu peux un peu te présenter à nos chers auditeurs et auditrices afin qu'ils sachent un petit peu ton lien avec tout ça aussi ? Je suis Jérémy Rosen, donc je suis expert dans la branche embarquée et IoT de Smile, qu'on appelle normalement ECS, et je suis formateur depuis... 10 ans, 15 ans peut-être, faudrait que je regarde, purement en formation professionnelle, donc principalement sur des formats de 3 jours de formation, avec des formations qui sont très orientées techniques. C'est-à-dire des formations où on va essayer, à la fin de la formation, de faire acquérir une compétence technique, un savoir et un savoir-faire. Par opposition à d'autres formations professionnelles qu'on peut rencontrer dans le leadership, par exemple, on essaye plutôt d'entraîner et d'enseigner un savoir-être et des réactions face à des situations. Parfait. Eh bien, sans plus tarder, je propose qu'on lance l'épisode. On va envoyer le générique. Et c'est parti pour le premier épisode de Control-Alt Discuss. Alors, je propose qu'on commence un petit peu par la base. Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer, de ton point de vue en tout cas, en quoi consiste la pédagogie et la formation professionnelle ? Alors la formation professionnelle, par opposition on va dire à la formation scolaire sous ses différentes formes, c'est une formation qu'on va donner à des élèves qui sont en poste, qui utilisent leurs compétences au quotidien, et on va donc avoir un besoin d'être extrêmement terre-à-terre dans la mesure où nous avons des élèves qui vont devoir utiliser les compétences acquises littéralement le lendemain de la formation. Ils savent pourquoi ils sont là, ils savent les problèmes auxquels ils font face au quotidien, et ils savent ce qu'ils attendent de la techno qu'on leur enseigne. La pédagogie, de façon générale, c'est la science d'enseigner, c'est-à-dire comment faire pour que la formation rentre dans les cerveaux. C'est un peu bête à dire de façon aussi simple, mais ça revient vraiment à ça. Dans quel sens j'enseigne les choses pour que les éléments s'enchaînent naturellement, pour que la logique soit comprise, pour que les bases soient acquises rapidement de façon à pouvoir les exploiter dans la suite du cours, pour ne pas évoquer des choses trop avancées au début du cours, pour ne pas perdre les élèves, mais en même temps en les évoquant un petit peu pour piquer leur curiosité et les garder attachés. Les questions de rythme, quand est-ce que je fais des pauses, c'est très important. Quand est-ce que je raconte des petites histoires pour raccrocher les élèves, c'est très important. La pédagogie, c'est une science, mais c'est aussi un art, et c'est aussi des choses où un bon prof, c'est une personne qui est naturellement douée en pédagogie. On a tous eu des bons profs et des mauvais profs. C'est comme ça, c'est comme tout ce qui est artistique, il y a des gens qui savent faire. Oui, et puis des enseignants et des enseignantes peut-être qui savent mieux s'y prendre pour nous expliquer les choses, qui savent utiliser des métaphores qui nous parlent plus. Là où effectivement, peut-être que d'autres enseignants et enseignantes vont avoir une approche différente, une pédagogie différente, et là, ça nous parlera peut-être moins. Bien sûr, ça c'est une des difficultés de la pédagogie, c'est qu'il n'y a pas 2 élèves pareils, et que quand on a une classe, on en a 10 différents. Et ça implique à la fois des niveaux d'élèves qui peuvent être différents, il y en a qui suivent beaucoup plus que d'autres, des niveaux a priori différents. Quand on parle de techno, des fois on a des élèves qui arrivent en cours en connaissant la techno quasiment mieux que le prof, et avec des problématiques très précises derrière, donc il faut savoir gérer ce genre d'élèves. Et puis effectivement, des élèves qui vont mieux répondre à certaines pédagogies qui sont pas forcément la nôtre, et il faut s'adapter sans dénaturer son cours, parce qu'on est meilleur dans les pédagogies où on est à l'aise, donc il faut pas non plus dégrader le cours pour un élève, tout en permettant à cet élève de continuer à suivre. Donc c'est un équilibre délicat qui demande de l'expérience, donc plus difficile pour les jeunes profs, c'est normal, enfin, c'est ce genre de choses. Au final, du coup, là, ce que tu m'expliques, parce que moi j'ai un petit peu enseigné dans des enseignements supérieurs, et ce que tu me dis là, les contraintes et les inconvénients qui peuvent se présenter en formation professionnelle, on retrouve un petit peu les mêmes dans les cours d'études.
Alors il y a des différences, mais oui, il y a beaucoup de... La base de la pédagogie, elle est entre guillemets la même pour tout le monde. Les différences, ça va être que quand on est face à des élèves, on en a généralement plus. L'enseignement, moi pour avoir donné des formations à des tailles de classe extrêmement variables, de on va dire 4 élèves à 200 élèves ou une ou deux fois où j'ai donné en grand amphi, 200 élèves, il n'y a pas de relation avec les élèves. On parle devant un mur, et il faut un cours qui soit suffisant dans l'absolu. Oui. De 4 élèves, c'est du TP dirigé. Oui, c'est de la dialogue, c'est de la discussion, et au milieu, on se rend compte qu'il y a différentes étapes. Moins de 5 élèves, voilà, ça reste à peu près du TP dirigé. 5 à 10 élèves, c'est du cours interactif, avec des élèves qui vont poser des questions, qui vont interagir entre eux, qui vont discuter, souvent qui vont faire les TP spontanément à plusieurs, et à partir de 10 élèves, on passe beaucoup plus en mode cours. Les TP fonctionnent encore, on peut encore faire des TP, mais on va arriver au stade où s'il y a des élèves qui sont trop lents pour les TP, on va avancer sans eux, parce qu'on peut pas ralentir 10 personnes, il faut que le cours avance. Quand on en a des trop rapides, on va leur demander d'expliquer à leurs voisins, parce qu'on peut pas non plus suivre tout le monde. Et il y a vraiment des effets de seuil, et à 15-20 élèves, on tombe dans la salle de classe, qu'on tombe plus souvent du côté de l'école d'ingénieur, où là, effectivement, pendant la partie cours, il n'y a plus d'interaction. Parce que ça fonctionne plus, on est trop nombreux. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut viser, et puis avec l'habitude, on sait qu'en fonction de la classe, comment ça va se passer. Ok. Et du coup, tu peux peut-être nous présenter rapidement, globalement, quelles sont les contraintes qui sont propres à la formation professionnelle ? Alors la principale contrainte, donc je dirais qu'entre la formation à des étudiants et la formation professionnelle, on va avoir deux grosses différences. On en a une première sur le public, qui est simplement que on a tous vécu le passage à la vie professionnelle, si je puis dire, et comment ça change notre perception du monde. Et donc quand on fait de la formation professionnelle, on est face à des gens qui travaillent, on n'est plus face à des étudiants qui ont passé leur vie sur des bancs à ingérer de la connaissance. Donc la perception de l'utilité de la formation est très différente, le besoin d'apprendre et le besoin de se former est très différent. En même temps, on peut avoir des classes d'âge très différentes et donc des réceptions à la pédagogie. Un enfant apprend mieux qu'un adulte, et on sait tous que nos cerveaux apprennent de moins en moins bien avec l'âge. C'est une vérité triste mais inévitable. Ça va jouer aussi dans les différences. Et l'autre différence, effectivement, c'est sur une formation professionnelle, ça va être le niveau des élèves. C'est-à-dire que sur une classe, tous les élèves ont le même bagage. En formation professionnelle, on va recevoir en formation toute une équipe qui a besoin de se former sur la techno, et dans l'équipe, vous allez avoir le jeune stagiaire qui sort d'école, et l'expert du projet qui a 15 ans d'expérience, qui utilise une autre techno depuis 20 ans, et qui doit réapprendre ça, et qu'il n'a pas forcément envie de réapprendre. C'est des profils qu'on rencontre. Dans une même salle. Et donc le discours, quelquefois on se sent à tenir plusieurs discours à la fois, le discours pour la moitié droite de la classe et le discours pour la moitié gauche de la classe, en fonction du niveau de chacun, avec la nécessité d'expliquer ou de réexpliquer les bases à certains, quand d'autres, parfois les ont vécus au sens où ils étaient là quand la techno a été inventée, et ils ont vu la techno apparaître, et ils ont vu comment on faisait avant, et ils comprennent tout de suite spontanément les problèmes qu'on résout. Ok, ouais, je vois. Ce qui m'amène peut-être à ma prochaine question, vu qu'on est obligé de faire preuve de, visiblement, beaucoup d'adaptabilité quand on fait de la formation professionnelle. En gros, il y a pas mal d'années, on a commencé à développer un peu donc, la formation à distance. Et donc, aujourd'hui, notamment avec le Covid, on a complètement augmenté ça, et maintenant, aujourd'hui, toutes les formations sont accessibles et à distance et en présentiel. Qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'on pense justement de cette nouvelle manière un peu de faire de la formation professionnelle à distance ? Alors la différence première, elle est organisationnelle, mais elle a beaucoup de conséquences. Quand on est à distance, c'est beaucoup plus facile à organiser. Je dirais, le prof n'a pas besoin d'être déplacé, les élèves n'ont pas besoin d'être rassemblés, il n'y a pas besoin d'aller à la cantine le midi. Enfin, ça paraît des détails, mais du point de vue de l'organisation, une formation à distance, c'est 1000 fois plus simple. D'accord ? Ça a aussi des gros avantages quand il s'agit de regrouper des élèves qui viennent de sites différents, ce qui dans la formation professionnelle arrive régulièrement. Donc on a des gros avantages de coût, on a des gros avantages d'organisation. Après, il y a évidemment des inconvénients, et le principal vient du fait qu'on n'est pas tous dans la même salle.
notre élève, notre prof, ne va pas être en contact direct avec ses élèves. Il va pas voir celui qui est en train de décrocher, qui est en train de se perdre dans les explications. Il va pas voir celui qui est distrait, qui est en train de regarder ailleurs. Et il va pas voir celui qui a été appelé par un collègue et qui a coupé son micro et qui est en train de faire autre chose. Et à nouveau, ça n'arrive pas dans une salle de classe. On voit pas la fatigue des élèves, on voit pas les élèves qui décrochent. Des fois, on a beaucoup plus de mal aussi à se rendre compte du niveau des élèves. Alors, on a des TP et on voit qui marche et qui marche pas en TP. Mais l'info première, on le voit dans l'œil des élèves pendant les explications, et ça, on l'a pas à distance. La conséquence de ça aussi, c'est qu'en fin de formation, sur une formation à distance, j'ai beaucoup moins confiance en moi dans l'évaluation de mes élèves. Oui, tu as beaucoup plus de mal à évaluer lequel a très très bien saisi, très très bien acquis la formation, duquel va avoir plus de mal, peut-être besoin d'une seconde formation, en tout cas de bûcher dur après sur un cas concret, pour réellement... Voilà, je ne suis pas capable de voir les acquis de mes élèves en fin de formation. Généralement, j'ai une idée quand même, parce que, évidemment, on le sait, on voit ceux qui, au fur et à mesure que les TP deviennent plus durs, suivent de moins en moins, et ceux qui s'accrochent, et ceux pour qui c'est facile. Okay. Mais on voit pas, et souvent, les élèves qui sont en difficulté sur une formation à distance, on va pas les aider. Parce que en présentiel, moi je tourne dans la classe littéralement et je regarde par-dessus les épaules de mes élèves leurs écrans pour voir ce qu'ils font. Ce qui me permet en particulier de les sortir, des erreurs qui ne sont pas des pièges de la formation. Un élève qui fait une erreur liée à ce que j'explique, souvent je le laisse faire son erreur et je le corrige après pour qu'il apprenne de ses erreurs. Oui. Un élève qui a des problèmes parce que son PC marche mal, parce qu'il lui manque une compétence qui n'a rien à voir, etc. J'arrive, je prends la main et je tape à sa place sur son clavier pour qu'il vienne vers les parties qui m'intéressent. Et ça, à distance, je peux pas le faire. Oui, et puis tu es beaucoup plus sujet à l'environnement de l'étudiant, de la personne en formation, puisque effectivement, chez soi, on peut avoir plein de perturbations, des gens qui passent derrière, du bruit, quelqu'un qui passe déposer un colis, une connexion internet qui déconne, j'en sais rien, enfin voilà. Et on fait pas les pauses ensemble. Ça y est, ce dernier aspect, on déjeune pas ensemble, on fait pas les pauses ensemble, et ça, en termes de communication, c'est très important. Non seulement parce que c'est le moment où les questions techniques, on va dire hors sujet de la formation tombent, mais également les points techniques particuliers d'un projet particulier pour un client particulier. Ils vont nous dire ah ouais, nous on a eu tel problème, et on va leur dire bouge pas, et on va adapter son cours, on va plus insister sur certains points, on va rajouter 2-3 slides qu'on avait enlevés, mais que du coup on se dit ah eux ça les intéresse beaucoup, eux je vais leur présenter. Ce genre d'adaptation c'est beaucoup plus difficile à faire, et c'est vrai que des fois sur une formation à distance, on sort de la formation, on sait à peine qui sont nos élèves, quoi. On connaît leur voix et puis c'est tout. Et effectivement ça change les choses. Du coup, j'imagine, enfin c'est peut-être bête, mais quand tu reçois un candidat qui annonce avoir fait telle ou telle formation à distance, est-ce que toi, ça va changer ta perception des choses ? Tu vas avoir du mal à évaluer si le candidat, il a bien acquis ou pas la technologie dans laquelle qu'on recherche dans la candidature ? Alors généralement on voit pas sur le CV si la formation est à distance ou pas, donc ça peut pas jouer. Non, mais ça peut arriver dans les discussions d'entretien. Ouais, de toute façon je dirais que notre évaluation technique d'un candidat est rarement basée sur les formations qu'il a suivies, mais plus sur ce qu'il a fait. Parce que une formation aussi bonne soit-elle, et les miennes comme les autres, si derrière on pratique pas, ça sert à rien. Oui, bien sûr, en effet. Voilà. 6 mois après la formation, si tu n'as pas utilisé les technos, tu n'as rien appris et tu peux recommencer à zéro. Du coup, non, ça, je pense pas qu'on puisse dire que ça fasse une différence, parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup plus différenciantes sur ce terme de compétences. Et du coup, forcément, ça amène à un autre sujet, c'est la question des plateformes de formation. Puisque moi, par exemple, là, ces derniers temps, j'ai été amené à faire un peu de formation. Je l'ai faite sur Udemy. Donc qui est une plateforme sur laquelle on peut trouver des cours en ligne, et c'est pas si nouveau que ça a démarré avec les tutos, avec YouTube, etc. De ton point de vue, toi, tu en penses quoi de cette nouvelle forme de formation ? Alors ça a des gros avantages et des gros inconvénients, et c'est important de comprendre les biais, on va dire. Dans les avantages, on a le volume de cours. Et la disponibilité des formations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de te sortir telle semaine pendant tant de jours,
tu fais la formation quand tu as la dispo pour faire la formation. Ça, c'est un gros avantage des plateformes. On n'est pas contraint par la classe, on n'est pas contraint par l'organisation. Après, comme c'est de la formation préenregistrée, on n'a aucune interaction avec le professeur. Ouais. Donc toute la valeur ajoutée que nous on trouve naturellement, parce que comme je disais à la machine à café on discute, moi le nombre de fois où je me suis retrouvé à dire soit à donner des trucs techniques très particuliers à des clients en leur disant bon ça c'est pas dans le cours, mais allez voir tel endroit, telle documentation, vous aurez ces réponses, ou bien on en discutera après. Voir des choses, bon c'est un peu plus commercial, mais là vous êtes en train d'aborder un problème qui en fait est très compliqué, faites-vous aider. Oui. Ces choses comme ça, il n'y a pas ça sur une plateforme d'e-learning. Par contre, les plateformes d'e-learning, dans les avantages, peuvent mettre des exercices et des TP beaucoup plus longs, parce qu'ils sont beaucoup moins contraints par le temps. Moi, mes formations, elles durent 3 jours. On peut faire des formations plus longues, 4 jours, 5 jours, mais dans tous les cas, on a un budget temps et on peut pas laisser les élèves, un TP qui est censé durer, disons, un quart d'heure si on fait un mini TP. Si un élève met une demi-heure, il a doublé le temps du TP. Et on n'a pas cette marge de manœuvre, surtout que souvent, quand un élève a du mal sur un TP, il aura du mal sur tous les TP après. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Et de ce point de vue-là, Udemy a une force. Moi, ce que je constate, c'est que Udemy est très efficace pour les profils très experts. C'est-à-dire que les gens qui ont une soif naturelle d'apprendre et qui ont besoin de compétences très pointues, soit on trouve pas le cours sur les plateformes en ligne, mais quand on trouve le cours, c'est là que c'est le plus efficace parce que c'est des gens qui ont la volonté de s'auto-former, etc. Après, tout le monde n'a pas ce genre de profil, et sur les profils qui sont un peu plus passifs en cours, le fait de pas interagir avec un être humain peut faire des gens qui passent beaucoup de temps sur les plateformes en ligne avec peu de choses à en sortir en termes de compétences à la fin. Je vois. Du coup, tu as parlé plusieurs fois que tu donnais des formations chez Smile. Tu pourrais peut-être présenter un peu cet aspect, comment ça se passe, et formations qui sont données? Smile donne beaucoup de formations. Moi, je peux véritablement parler que celles qui sont dans le domaine embarqué IoT, parce que c'est celles que j'encadre. Nos best-sellers, on va dire, sont les formations Noyau Linux, Yocto, Systemd, et on a aussi une formation Git, et une deuxième formation qui va être plus orientée GitLab et outillage d'intégration continue dans l'embarqué. Ça, c'est les formations qu'on donne le plus. Après, on a des formations relativement jeunes en C++, Qt, QML. Nos formations sont sur les technos qu'on utilise parce que c'est là qu'on est le meilleur à enseigner. Nos profs sont des experts et je recommande à tout organisme de formation d'avoir des enseignants qui sont pas juste des enseignants mais des gens qui pratiquent au quotidien. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser à nos auditeurs et nos auditrices que depuis plusieurs années, les formations qu'on distribue sont des formations Calliope et donc du coup, effectivement, sont reconnues. On vient de le renouveler, mais ça fait plus de 3 ans qu'on est Calliope. Et donc, tu pourrais peut-être expliquer, Calliope, c'est... Calliope, c'est le certificat, un certificat venant du gouvernement français sur la qualité des formations, dû au fait qu'avant Calliope, il y avait beaucoup de choses qui se déclaraient comme formation professionnelle, et il y avait un peu à boire et à manger. Donc il y a eu une volonté de s'assurer que les formations qui étaient financées par le gouvernement en particulier soient d'une qualité raisonnablement suffisante. Oui, c'est ça, c'était pour aiguiller et les personnes cherchant à se former et aussi tous les systèmes d'aide et de financement à la formation pour s'assurer justement que ça aille pas dans des arnaques, des choses comme ça. Effectivement, ça a été mis en place. Donc on a pu voir qu'effectivement il y a plein de façons de se former avec toutes des contraintes, des inconvénients. Est-ce que justement avec ces nouvelles méthodes de formation, toi tu as pu distinguer des vraies différences aujourd'hui sur la qualité d'enseignement, on va dire, et de savoir des étudiants, non, en tout cas des personnes en formation? Alors on constate des différences, si je simplifie, entre la formation en présentiel, la formation en distanciel et tout ce qui va être e-learning sous ses différentes formes. Chacun, comme je dis, a ses avantages et ses inconvénients. En termes d'acquisition des connaissances, je pense que il y a une variante évidemment selon les gens, mais si on devait moyenner, le présentiel est le plus efficace. Le problème, c'est que le présentiel est aussi le plus compliqué à organiser, le plus coûteux,
et la quantité de formation disponible va être moins. Voilà. Nécessité d'adaptation est adaptée, plus compliquée, etc. On paye le prof à chaque fois, etc. Distanciel facilite beaucoup l'organisation au prix d'une baisse de la qualité de ce que les élèves retiennent. Parce qu'au final, ce qu'on va juger, c'est toujours ce que les élèves retiennent. C'est même pas la qualité du cours en soi. Et si on arrive au cours en ligne, on pousse le curseur à l'extrême et on va avoir une qualité de retenue qui va être très variable selon les élèves, mais qui peut vraiment être zéro. Il faut se méfier de ça. Il y a des gens, si on les encadre pas, c'est pas juste parce que c'est pas étudiant versus professionnel. Il y a des gens comme ça et ça fait partie de la nature humaine. Il y a des gens, si on ne les encadre pas, ils vont pas se former. Hein. Il y a des gens, s'ils regardent des vidéos sans interagir avec un prof, ils vont écouter ça d'une oreille et ils vont rien faire ou ils vont faire autre chose en même temps. Oui. Et le risque avec tout ce qui va être court, c'est pour les gens comme ça. C'est pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça marche très bien. Dans mes équipes, j'ai des gens qui ont été formés comme ça et qui ont dit enfin une formation qui est adaptée à ce que je veux, qui marche bien avec moi, etc. Et j'en ai qui ont consommé des heures et des heures et des heures de formation et qui n'en ont rien sorti. Ouais. Donc il faut véritablement, mettre une j'aime pas dire une surveillance parce que ça donne une idée de flicage, mais il faut un monitoring pour voir avec qui ça marche et avec qui ça marche pas, et trouver d'autres solutions pour les gens à qui ça n'est pas adapté. Pas se dire c'est une solution facile, on met tout le monde dessus et on est débarrassé du problème. Oui, ça demande d'être un peu autodidacte et d'avoir cette... Ça va demander beaucoup d'investissement et d'être capable de se faire un peu violence, de couper un peu peut-être les mails, les choses comme ça aussi quand on est en train de préparer un cours. Parce que, comme tu l'as dit, quand on est en milieu pro, le milieu pro, lui, continue à tourner pendant qu'on se forme. Donc les mails, ils continuent à passer, les messages, ils continuent à passer. Et donc c'est réussir peut-être à dire, non, là pour l'instant, je suis en train d'écouter une vidéo, je vais au bout, je finis mon TP. Après, je regarde le mail qui est passé. Enfin, ça va demander peut-être beaucoup plus d'investissement. Voilà, le présentiel, il vous enferme dans une salle. Hein. Ouais. Et personne ne peut venir vous déranger quand vous êtes enfermé dans la salle. Sur ce, Jérémy, je vais te poser une dernière question, et ça sera un peu la dernière de notre échange. Je suis un peu obligé de t'en parler, c'est l'éléphant dans la pièce en ce moment. Que penses-tu de l'IA, justement, pour la pédagogie ? Alors, l'IA, moi, mon constat aujourd'hui, nous sommes en février 2025, c'est que ça n'est pas encore quelque chose qu'on peut utiliser facilement pour de la pédagogie. Et pour un professeur expérimenté et qui a déjà des notions de pédagogie fortes, c'est difficile d'utiliser l'IA pour améliorer le cours. Les quelques programmes d'IA que j'ai vus pour la formation me fournissent des éléments qui sont des éléments que je peux faire moi-même rapidement, et le gain de temps est pas énorme, et ce qui est très très long, c'est-à-dire relire son cours, s'assurer que son cours aborde bien toutes les bonnes notions dans le bon ordre. C'est pas juste aborder toutes les notions, il faut les aborder dans le bon ordre, il faut trouver les bons axes pour les expliquer, les bons exemples, etc. C'est des choses qui s'extraient de la compétence du pédagogue, et pas du cours quelque part. Donc même si l'IA nous fournissait un cours parfait au sens des slides, on n'aurait pas la compétence du pédagogue qui viendrait de l'IA. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? C'est difficile à dire, parce que quand je regarde l'IA dans d'autres domaines, que ce soit des domaines conversationnels, artistiques, etc., les constats sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, à date, ce que fait l'IA est incroyable d'un point de vue technologique, mais pas encore là d'un point de vue pratique. Et dans quelques mois / années, je ne sais pas, ce que je dis actuellement sera probablement faux. Mais aujourd'hui, à date, c'est difficile. Sauf bien sûr si on essaye d'apprendre aux élèves à se servir de l'IA pour obtenir du contenu. Là, forcément, on a besoin de mettre de l'IA dans notre pédagogie. Mais s'il s'agit d'aider les profs, actuellement, j'y crois assez peu. Je suis très prudent sur ce que je dis parce que je connais pas tous les outils, mais actuellement, j'y crois assez peu. Et aider les élèves, c'est assez dangereux parce que le but, à nouveau, d'une formation, c'est que l'élève retienne. Et si l'élève prend des raccourcis en passant par une IA, autant en vrai, on va dire, quand il est sur le terrain et qu'il doit utiliser la techno, si l'IA lui permet d'accélérer son utilisation de la techno, c'est très bien. Autant pendant un cours, je pense qu'on rate l'intérêt du cours, qui est à nouveau de se brancher sur le cerveau et de mettre les compétences dans le cerveau de l'élève. Et puis on a le risque aussi que l'IA fasse des raccourcis
On a pu le voir assez facilement avec ChatGPT, lorsqu'on lui demande des choses. Si on creuse un peu les infos qu'il nous donne, il y a très facilement effectivement des raccourcis qui sont faits, et c'est une des choses peut-être primordiales de la formation et de la pédagogie, c'est de s'assurer qu'en fait les choses qui nous sont instruites sont des choses vraies. Et c'est peut-être là où aujourd'hui on a encore de gros doutes sur ce que nous fournit l'IA. Alors c'est compliqué, la question est compliquée, parce que quand on a une formation, régulièrement on raconte des choses fausses à nos élèves, mais plus faciles à comprendre que la vérité. En plus. Parce que en enlevant les cas particuliers, en enlevant les exceptions, en enlevant les détails, on arrive à indiquer la grande route qu'il faut suivre, même si en pratique il y a des tas de chemins pour des tas de cas particuliers. Après, ça rentre dans la catégorie des choses où déjà qu'une IA a du mal avec, on va dire, la vérité, réussir à avoir une IA qui maîtrise le mensonge utile, ça va être compliqué. Effectivement. Et bien sur ce, on va vous laisser peut-être sur ces réflexions et sur cette ouverture vers voilà, ce qui arrive devant nos portes aujourd'hui. Et puis surtout, on a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Jérémy, je te remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui, et puis d'être un peu le parrain de cette première émission, de ce premier épisode. Merci à toi. Et puis peut-être est-ce que tu as un dernier mot, peut-être un dernier conseil, un truc que tu peux partager à tout le monde, qui peut servir autour de la pédagogie ou pas, un truc personnel. Je vais peut-être dire quelque chose lié plus à la gestion de la formation en entreprise que la pédagogie à proprement parler. Ce serait bêtement oubliez pas les formations. Quand on a un débutant qui rejoint une équipe, ou bien quand on a une équipe qui veut commencer sur une nouvelle techno, souvent pour des raisons organisationnelles en entreprise, le service formation il n'est pas au milieu des techniques si je puis dire, on oublie la formation, on oublie que c'est un accélérateur, et c'est particulièrement un accélérateur au début. C'est-à-dire que les formations avancées c'est compliqué, il y en a peu dans les différents domaines techniques, on voit rarement des formations pour experts, mais on a beaucoup de formations pour débutants, et c'est très efficace. Donc, si vous commencez à utiliser une techno, ou si vous avez des gens qui commencent sur une techno, envoyez-les en formation, ça gagnera du temps à vos experts qui n'auront plus à former les petits jeunes, ça permettra aux petits jeunes de se concentrer vraiment sur la techno pendant un temps fini, ou bien si vous avez une équipe qui commence, ça vous donne toute une équipe qui passe collectivement de 0 à collectivement un niveau de base et la capacité à s'entraider en cas de difficulté. Ok, oui, donc effectivement la formation comme un investissement aussi, quelque part, pour gagner du temps et de l'efficacité et de la pertinence. Voilà, pour passer le premier pas, c'est très efficace. Super, eh bien je te remercie, je vais raccrocher les micros, je vais remercier aussi tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous ont suivis jusqu'ici. Voilà, ne manquez pas nos prochains épisodes. On va vous dire à la prochaine, et salut Jérémy. Et au revoir. Salut tout le monde.